coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc très heureux d'animer cette table ronde avec Catherine, Estelle, Hugo, Alexia et Marie. On va parler de l'adoption des design systems et plus spécifiquement sur la documentation et les outils et comment ça se passe chez Michelin, chez Thales et chez Schneider Electric. Pourquoi on a voulu parler de ça? Parce que nous considérons dans nos échanges, en fait, on est arrivé à faire ce meet-up aujourd'hui, parce qu'on a fait un précédent meet-up au mois de juillet 2024, où on parlait des design system journey, en fait, des parcours des design systems. Et puis on a continué à échanger sur WhatsApp, on a un petit groupe WhatsApp assez actif, assez drôle. Et on s'est dit dans nos réflexions, on avait envie de faire quelque chose, on était allé à Paris, Hugo nous a convaincus de venir à Lyon, on s'est dit ok on vient à Lyon mais il faut qu'on ait un vrai sujet. On ne peut pas se présenter comme ça juste pour le plaisir de se retrouver. Et dans nos échanges nombreux, donc il y a plusieurs autres idées de meet-up qui sont en germe aussi. Donc il y aura une prochaine ville. On ne la dévoile pas encore aujourd'hui, mais il y aura une prochaine ville. On s'est dit, en fait, la documentation des design systems est fondamentale. Parce qu'on considère que sans documentation, il n'y a pas de design system. En fait, on ne peut pas parler de design system. Et pourquoi? Parce qu'une documentation, elle est utile. Et elle est utile si elle est visible, elle est engageante et elle est toujours vivante. On le sait, je pense qu'on a tous vécu dans nos équipes, il y a de la doc qui est oubliée, elle est où? Oh, c'est dans Teams, c'est dans Confluence, c'est dans 08, c'est quelque part. Mais elle n'est pas toujours visible, pas toujours engageante et pas toujours vivante. Et on s'est posé la question pourquoi, et je vous encourage à lire cet excellent article sur Shortcut, sur la documentation des design systems, qui reprend beaucoup de thèmes et qui est vraiment excellent. C'est pas pour faire de la pub à Figma, c'est vrai, il est vraiment absolument excellent, je vous le recommande. Et globalement, on a identifié 3 leviers pour qu'il y ait une documentation qui soit impactante. Premier levier, c'est l'activation. C'est comment on va créer des points de contact pour rendre visible et facile d'accès dès le début en fait. C'est dès le début, l'adoption elle commence dès le début. C'est pas je lance ma documentation et puis j'y pense après en fait. C'est le penser dès le démarrage. C'est aussi penser à l'adoption. Comment on va faciliter l'usage. C'est important. On est UX, on est user-centric avec nos users finaux. Et paradoxalement, on oublie les gens avec qui on travaille à côté de nous. On oublie nos partenaires. Et ça, la UX, elle commence déjà au sein de nos équipes et au sein de la partie prenante. Et du coup, c'est plus qu'une ressource, elle engage ses utilisateurs. Une bonne documentation, elle doit nous engager. Toute une équipe, nous fédérer. Et elle doit évoluer. Il faut qu'on assure sa pérennité. Il faut qu'elle soit vivante, on investit du temps, et ça doit être un vrai produit à part entière. Mais ça, je ne spoil pas trop, parce qu'on aura Hugo qui nous en parlera. Et donc un design system, ça vit avec ceux qui l'utilisent. Donc c'est comme un produit. C'est comme les produits qu'on en design au quotidien, c'est la même chose. Et pour ça, on a identifié 3 règles simples, basiques, évidentes, qui sont la clarté, l'accessibilité et l'évolution. Il faut que ce soit une seule source de vérité. Et cette source de vérité, elle doit être conçue pour ses utilisateurs et elle doit être mise à jour continuellement. Je me répète, je le redis, mais en fait, ça paraît très simple, 3 éléments de base, mais tellement difficile à faire dans notre quotidien parce qu'il y a plein d'interactions qui viennent nous perturber. Et du coup, on va commencer avec Catherine qui va nous parler de comment elle a mis en place de la pédagogie autour de sa documentation. Merci Sébastien. Donc oui, nous, chez Schneider Electric, on a vraiment voulu penser la documentation comme un outil éducatif, pédagogique, évolutif, et donc travailler ça en partant de nos utilisateurs. Donc, allons voir dans une équipe qui produit et qui utilise le design system. C'est situation à peine exagérée. Donc, bon, il faut qu'on sache comment on utilise ce composant du design system. Première idée, on peut expérimenter, on peut tester des trucs, voir comment ça se passe. Sinon on peut demander à d'autres équipes, on peut même aller voir l'équipe design system et leur demander comment on utilise le composant. Autre idée, on peut lire la doc. Non. non, ça c'est jamais une option. Attends, je voudrais poser une question. Honnêtement, répondez. Qui lit la documentation ici? Bravo. Vous êtes quand même minoritaire. Vous êtes des psychopathes. Donc en tant qu'équipe design system, on dit souvent read the fucking manual, mais en fait,
si personne ne le fait, c'est peut-être de notre faute. Et il faudrait qu'on comprenne pourquoi. Pourquoi les gens, finalement, ne lisent pas la documentation. Oui, petit focus sur notre design system avant de poursuivre. Donc, chez Schneider Electric, notre design system s'appelle Quartz. On est déjà à sa deuxième itération majeure. La première avait été adoptée par une centaine d'équipes, une centaine de produits, organisée de manière plutôt inner source, donc avec des contributions fédérées. Et en 2021, on a voulu scaler, faire évoluer ce design system, et il a fallu repenser toutes les fondations, repenser le système de gouvernance. Et à ce moment-là, avant de tout reconstruire, on s'est dit qu'il faudrait aussi essayer de comprendre quels sont les axes d'amélioration en termes d'expérience utilisateur. Donc, on a fait de la recherche utilisateur sous forme de questionnaires, sous forme d'interviews, d'observations pour vraiment comprendre comment les designers, les développeurs, les POPM utilisaient ou pas notre design system. Et ce dont on s'est rendu compte par rapport à la documentation, c'est que finalement, c'était moins un problème lié à des rôles, mais plus à un niveau de compréhension du design system. Il faut savoir que donc, notre itération précédente, on avait organisé notre documentation sur notre site de manière assez classique, je vais dire. Donc, dès la homepage, on séparait la documentation pour les designers, donc les guidelines d'usage, et la documentation pour les développeurs, donc tout ce qui est spécification, framework, etc. Et en fait, ça ne marchait pas parce qu'on nivelait en fait le niveau de documentation qui est le même pour tous les designers et le même pour tous les développeurs. Et finalement, un designer expérimenté avait autant de mal qu'un développeur junior à accéder à l'information dont il ou elle avait besoin. Donc cette recherche nous a permis d'identifier 3 archétypes qui finalement sont liés à un niveau de compréhension du design system et pas du tout à des rôles précis. Le premier, le débutant, donc c'est quelqu'un qui en fait, n'a pas été correctement onboardé sur le design system, donc c'est une personne qui ne voit pas vraiment l'intérêt d'utiliser un design system. C'est donc quelqu'un à qui il faut vraiment réexpliquer de zéro qu'est-ce qu'un design system, à quoi ça sert et pourquoi c'est un avantage pour cette personne de l'utiliser. Deuxième niveau, intermédiaire, donc c'est quelqu'un qui a une compréhension assez normale du design system, qui va aller voir les guidelines, qui va utiliser les composants. Donc là, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir une documentation qui soit claire, précise, facile d'accès, pour juste prendre ce dont il a besoin et partir construire son interface. Et enfin, le dernier archétype, c'est l'expert. C'est quelqu'un qui utilise le design system au quotidien, mais qui a aussi un niveau d'exigence qui est beaucoup plus élevé. C'est une personne qui a besoin de comprendre comment les composants sont fabriqués, comment les librairies sont fabriquées, quels sont les standards en fait, que l'on met dans le design system, parce que c'est une personne qui va derrière potentiellement faire évoluer les composants, parce que ce qui est plus important pour cette personne, c'est finalement livrer la meilleure expérience sur son produit. Ce qui est intéressant, c'est que ces 3 archétypes peuvent évoluer dans le temps. Et c'est grâce à ça qu'on a complètement repensé l'architecture de notre site de documentation en 4 sections. Donc la première, Discover, c'est là qu'on va trouver l'explication, la présentation de qu'est-ce que notre design system, comment il est organisé, quels sont les avantages à l'utiliser. Deuxième section, Learn,
C'est là où on va avoir des principes fondateurs du design system. Par exemple, comment on a traduit les valeurs de l'entreprise, mais appliquées aux produits. Donc, ça passe par l'éco-conception, l'accessibilité, la user centricity, mais aussi des patterns visuels, des sortes d'abstractions qu'on a appliquées à tous les composants. Donc c'est nécessaire de les avoir en tête avant d'aller utiliser le design system. Build, là on est vraiment sur la partie pratique. Donc par composant, aller chercher les différentes guidelines, les spécifications. Donc c'est là où on a, on va dire, le cœur de la documentation. Et enfin, contribute, c'est une partie où on a documenté de manière avancée, voire exhaustive, comment on construit les librairies, comment on construit les composants. Et on peut retrouver nos 3 archétypes qui évoluent tout au long de cette documentation. Donc, voilà, donc là, on a vraiment voulu intégrer la documentation dans l'expérience du design system, comme je disais, donc, en tant que parcours pédagogique évolutif, et accompagner nos utilisateurs tout au long de leur expérience avec l'information dont ils ont besoin à un moment donné. Merci beaucoup Catherine pour ces explications. Si vous avez des questions, il y aura un temps de questions-réponses à la fin du talk. Donc gardez toutes vos questions et nos speakers y répondront avec plaisir. Alexia. Ouais, je voulais rebondir, je m'incruste un peu dans la conversation, parce qu'en fait, quand j'ai vu la présentation que Hugo, Catherine et Estelle préparaient, je me suis dit, ça résonne vachement, la partie user-centrique. On a la chance, on a l'opportunité avec Figma de parler à beaucoup d'équipes. Et je parle à trop d'équipes qui passent énormément de temps à mettre en place un design system qui est vraiment bon, un design system à faire des très bons composants, à les coder à côté, à faire des choses ultra chiadées. Et en fait, quand il s'agit de l'adoption et de l'usage, il y a un truc qui s'enclenche pas bien. Donc on passe beaucoup de temps, on arrive à avoir des conversations avec les stakeholders, débloquer des ressources, débloquer des budgets, et derrière il y a un truc qui bloque. Et parfois, même souvent, c'est pas facile à trouver, c'est trop compliqué à utiliser, c'est pas clair, ou alors j'ai pas le temps en fait d'apprendre tout ça. Et du coup, avant qu'on en arrive là, ce que j'allais dire, c'est que quand on se rend compte que les gens galèrent, il y a peut-être une tendance à se dire, du coup, il faut qu'on fasse plus. Il faut qu'on fasse plus, et on fait plus, ça passe par plus de documentation, on va plus spécifier, on va plus contraindre les gens, on va plus les diriger, on va être encore plus dans un truc top-down on va être très directeur dans la façon, on va moins supporter, on va plus diriger. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est un peu, je pense, le paradoxe dans la notion de documentation, c'est que plus on cherche à faire, moins on fait bien. Et dans cette histoire de user-centricité, en fait, quand on n'a pas de doc, personne ne sait rien faire. Tout est dur à trouver, on ne sait pas comment utiliser. Par contre, quand on surindexe et qu'on commence à partir dans trop de chocs, trop d'informations, trop de contextes, là, à nouveau, on crée énormément de charge mentale pour les équipes. Et ça devient à nouveau super chiant à utiliser. Et donc il faut arriver à trouver ce petit milieu, ce juste milieu entre les deux. Et je pense qu'il y a une part intéressante, si tu passes sur la slide suivante, ouais. Il y a une part intéressante de la responsabilité des outils là-dedans. Donc, on parlait beaucoup là de doc avec Catherine, notamment sur la notion de doc externe, de site, etc. On voit, je pense, l'approche par palier fait énormément de sens dans cette histoire dont on réfléchit avant tout au parcours utilisateur des utilisateurs d'un design system comme si c'était un produit à part entière. Après, ce parcours, il peut se décliner de plein de façons. Peut-être que pour certains, effectivement, une doc externe, un site, ça fait complètement sens. On travaille aussi avec beaucoup d'équipes qui se rendent compte qu'en fait, synthétiser et limiter le nombre d'outils ou de plateformes où les choses se trouvent, c'est aussi plutôt pratique dans cette histoire on fait un mapping du parcours utilisateur. Et donc, pour revenir sur cette histoire de responsabilité des outils, je pense qu'il y a les outils, et je voulais rajouter aussi les standards éventuellement dedans. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un standard. Par standard, je veux dire, par exemple, JPEG, c'est un standard. Les design tokens aujourd'hui, c'est en cours de standardisation. Il y a des entités dans le monde, il y a
W3C notamment, qui planche sur ces notions de standard. Une fois qu'il y a un standard, en fait, il n'y a plus besoin de respécifier et de redocumenter parce que tout le monde fait pareil. Donc je pense qu'il y a une part de responsabilité des standards pour décharger, on va dire, une partie de cette documentation, le jour où ça évolue. Puis il y a les outils à côté des standards, et donc des outils comme Figma, comme d'autres outils. On se dit, mais en fait, nous, est-ce qu'il n'y a pas aussi, on crée ce parcours utilisateur. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? C'est des conversations, alors je ne vais pas vous spoiler parce qu'il n'y a rien qui sera confus dans un mois, mais sachez que c'est des conversations qu'on a énormément en interne en ce moment, cette histoire de design system experience au global. Comment est-ce qu'on accompagne mieux l'expérience de ce qu'on appelle consommation, c'est-à-dire l'usage de ce que les équipes design system créent. Donc la documentation fait partie intégrante de cette réflexion. Et donc next, avant même qu'on en arrive là, je pense que dès aujourd'hui, il y a des choses intéressantes à avoir en tête au niveau des outils, de qu'est-ce qu'on peut faire pour utiliser l'outil de façon user-centrique pour les gens qui utilisent les design systems. Il y a 3 grands principes, je voulais juste toucher dessus. Premier principe, c'est la partie distribution. Utilisez les outils et réfléchissez de façon smart dans les outils. Ah, la vidéo marche pas bien. Je crois que tu peux la jouer directement sur l'écran peut-être. Ouais. D'optimiser la distribution de ce que vous faites. Et ça passe par arriver à scinder, du coup, comme tu disais, par persona ou par équipe, qui a besoin de quoi. Et donc on peut réfléchir à des structures de librairie qui sont orientées autour de comment est-ce qu'on arrive à dispatcher les bonnes informations, à les rendre automatiquement accessibles à certaines personnes. Puis il y a la partie design token que j'ai mis sur l'écran, qui est on arrive à scoper et à feed, à nourrir exactement les bons éléments au bon endroit, au bon moment où les designers en ont besoin. Et ça, typiquement, si l'outil ne le supporte pas, c'est très compliqué. Enfin, c'est énervant. Je ne sais pas utiliser des gros mots, mais c'est très énervant à documenter. Pour ça, je dis, c'est une conversation, je pense, qui va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de charges à porter par les équipes design system, mais l'outil a aussi une responsabilité de s'améliorer pour porter ces choses-là et un peu offset. Point suivant. Deuxième grand axe, réfléchir dans des outils comme Figma pour être user-centrique. Comment est-ce qu'on structure et qu'on nomme pour arriver à guider l'usage? Si vous travaillez, si vous faites du design token, vous avez sans doute entendu parler du côté sémantique. La sémantique, en gros, c'est comment est-ce qu'on guide l'usage à travers le nom. Et donc ça, c'est la partie token. Et même au niveau des composants en tant que tels, c'est un collègue qui m'a proposé ce framework en fait, pour réfléchir aux composants. Et d'un coup, ça a tout cliqué, ça a tout fait sens. Les variantes dans vos composants, en fait, des variantes, c'est juste les états possibles. Les props, c'est les options de customisation que vous mettez à disposition de vos utilisateurs. Customisation de contenu texte, customisation d'icônes et customisation éventuellement des autres instances qui sont contenues dans le composant. Et d'un coup, je me dis, ah ouais, effectivement, quand tu l'expliques comme ça et que tu ordonnes, que tu crées le side panel, que tu customises ça et tu réfléchis à l'expérience utilisateur que les gens vont avoir, tu t'ouvres des possibilités pour créer un truc plus facile, on va dire, directement grâce à l'outil. Et troisième point, et après je vous en mets plus, centraliser. Centraliser, en gros, c'est le grand mot. Et centraliser, ça passe par qu'est-ce qu'on peut faire porter au max par l'instance. Le composant, c'est le back-end. L'instance, c'est ce qui est utilisé en front par les designers et derrière, du coup, par les développeurs. Qu'est-ce qu'on peut mettre au max? On a déjà une partie documentation, on va dire, un peu textuelle, qu'on peut porter dans Figma. On a une partie aussi lien vers la doc externe. Et en fait, toute cette partie-là, c'est ça qui a un peu amorcé une partie de la réflexion autour de DevMode. Aujourd'hui, dans DevMode, on peut aussi rajouter tous les liens de docu externes Dev, donc GitHub, Storybook et compagnie. Et, dernière slide, on a la partie Code Connect qui est en fait une amorce de réflexion. Oui, le croissant. La partie Code Connect qui est une amorce de réflexion sur comment se concentrer encore davantage et qu'on amène ce qui existe dans d'autres plateformes, tout centraliser vraiment sur cette instance et que l'instance porte toute la vérité et qu'en gros tout le monde s'y retrouve au même endroit. Voilà. C'est une amorce de réflexion et comme je dis, c'est des conversations qu'on a beaucoup en interne en ce moment et on est en train de réfléchir vraiment à tout le global de tout ça. Mais ça, c'est ce qui existe aujourd'hui. Vous pouvez dès à présent activer dans vos workflows. Merci beaucoup Alexia. Donc là, on a vraiment vu les premières bases d'utilisabilité d'un design system, comment on le conçoit, pour qui on le conçoit, de bien le faire. Et Estelle va du coup nous parler de comment on va travailler de l'adoption, en fait, comment on va créer de l'expérience et notamment vous allez découvrir une notion, peut-être vous la connaissez déjà, mais le qui n'est pas un exercice de respiration yoga. Tu ne le diras pas comme ça? Pourtant tu nous l'as dit comme ça. Je laisse Estelle nous parler du Oh mon dieu, ça va être drôle. Des tout premiers touchpoints à l'activation de l'audience du design system, la documentation
est un pilier pour faciliter l'adoption et la croissance du design system. Avant de rentrer un petit peu plus en profondeur sur comment on va matérialiser ça chez Thales, je voulais aussi vous rappeler un peu nos challenges. Thales, c'est un groupe avec un portfolio qui est colossal. On peut avoir des produits hardware, digital, du phygital et des services en pagaille. Et pour adresser cette variabilité et ce gros portfolio, on a le Thales Design System. Et à l'intérieur du Thales Design System, on a un design system digital qui s'appelle Quantum. C'est le design system pour tout le périmètre digital chez Thales. Et avec Quantum, ce qu'on cherche à faire, c'est apporter de la cohérence de marque, de design et d'expérience sur tout le prisme digital. Et pour autant, il faut pouvoir apporter de la flexibilité parce que chez Thales, on a des business et des contextes variés et l'aéro, le spatial, donc ça, c'est assez différent. Et donc il faut pouvoir apporter cette flexibilité pour être adaptable sur ces contextes. Et donc d'un côté, il faut être en capacité de livrer des expériences ultra corporate, et à contrario, il faut aussi pouvoir délivrer des apps ultra opérationnelles pour du contrôle aérien par exemple. Et donc, ce qu'on s'est dit, si tu peux rester un tout petit peu plus, on s'est dit que pour adresser ça, dès le début du design system, on a mis en place un modèle de contribution et de gouvernance dit hybride, avec une équipe en centrale qui s'appelle la Core Team, qui est responsable globalement des niveaux les plus génériques du design system, et ensuite on va avoir un réseau de contributeurs qui s'appelle la Guilde, qui font partie de la communauté, des designers et des développeurs qui étendent le design system à ces contextes. Donc ça peut être designer des patterns ou même pour du contrôle aérien ou autre, mais aussi étendre en termes de plateforme technologique. La Core Team va faire plutôt le layer autour du web et eux, ils vont peut-être aller étendre sur des technologies beaucoup plus exotiques. Et c'est bien ça le challenge chez Thales, cette complexité qui nous a poussé à se dire ok, il va falloir scaler pour adresser ça, et c'était au cœur de nos enjeux dès le départ. Sans documentation, il ne peut pas vraiment y avoir de référentiel. Parce que finalement, la documentation, si on l'a, c'est le moyen de sauvegarder, de partager la connaissance. Si on l'a pas, des équipes peuvent se désaligner, on peut même avoir des désalignements au sein d'une équipe, on va peut-être répéter les mêmes erreurs, et en fait, finalement, on ne va pas avoir les fondations qui vont faire qu'on va pouvoir progresser et gagner en maturité. C'est un peu la culture de la parole qui se dilue dans le temps, VS, la documentation qui, elle, reste. Et finalement, si vous n'avez pas de documentation, ça va être très compliqué de faire du scale, et chez Thales, on l'a vraiment touché du doigt, et donc on a mis l'accent là-dessus. Ne me le faites pas dire. Sans documentation, ça va être compliqué de faire du scale. Mais la documentation à elle seule ne suffira pas. Et il faut pouvoir composer aussi avec des stratégies concrètes pour booster l'adoption du design system. Chez Thales, on a décidé de faire la documentation, mais aussi d'arriver à activer, engager et vraiment convertir son audience. En tout cas, c'est ce qu'on avait en tête. Et on a commencé à s'intéresser au triple A, triple R, je ne le dirai pas comme ça. Et donc c'est une approche de growth hacking, et pour nous c'était aussi le moyen de pouvoir se lancer sur faire grandir notre design system avec le triple A, triple R. Le growth hacking, c'est vraiment une approche qui est utilisée pour faire de la croissance business rapide et à moindre coût. Et en fait, il faut mixer la data, l'automatisation, et il faut être très créatif, parce qu'il va falloir identifier les leviers qui vont permettre de faire de l'adoption. Et donc, l'idéation joue un rôle majeur. Et en 2022, on s'est intéressé à cette approche pour voir comment ça pouvait nous aider. Je vais vous parler de ce framework, le AAA, RRR, qui fait partie du growth hacking, mais je vais aussi vous expliquer comment on l'a adapté chez Thales. Donc le growth hacking pour le AAA, RRR, le premier A, c'est awareness. Globalement, c'est comment ton business il est visible sur le marché. Le A suivant, c'est acquisition. Comment je passe d'une audience qui est passive, qui va devenir active, et c'est le prochain niveau d'adhérence. La partie activation, ça va être par exemple ta première expérience avec une solution produit. Et puis, qu'est-ce qui fait que tu vas revenir à cette solution? Donc là, on va arriver sur la rétention, donc fidélisation des utilisateurs. Tu vas continuer à l'utiliser dans le temps.
Le prochain step, ce sera referral ou recommandation, c'est aussi utilisé avec ce wording, et là c'est comment tes utilisateurs ils vont devenir et pourquoi ils deviennent des ambassadeurs de ta marque par exemple. Le dernier niveau c'est revenue, donc là c'est globalement comment tu fais du business et que tu rapportes du biz concret, de l'argent sur ton modèle. Donc on a pris ce framework-là et on l'a adapté parce qu'on s'est dit que, ok, il fallait adapter ça sur, non pas du business, mais sur du design system, et en plus il fallait qu'on tacle les challenges qu'on avait chez Thales, tout simplement. Donc on a gardé le premier niveau qui est awareness, et là c'est tous les touch points de l'audience avec le design system. Ensuite on va avoir l'acquisition, donc là c'est comment je passe d'une audience qui est vraiment en contact avec une audience qui va vraiment utiliser. Là, typiquement, c'est les designers et les développeurs. On peut aller adresser une audience plus large, mais ceux qui vont être vraiment dans le comment ça utilise, ça va être plutôt eux. Et là, donc, acquisition, ça va être par exemple le getting started et l'onboarding. Donc, la première expérience avec ton système. Ensuite, on va avoir l'activation. Donc là, j'ai réussi à engager mes développeurs et mes designers. Ils vont utiliser concrètement sur des solutions digitales et pas juste faire le getting started, par exemple. Et s'il y a de la rétention, ça veut dire qu'ils continuent d'utiliser dans le temps. Donc pour nous, c'est un signal de satisfaction. Et d'ailleurs, nous, on mesure ça de manière mensuelle. S'il y a une occurrence d'utilisation mensuelle, on considère que c'est de la rétention. Et enfin, on a le referral. Donc pour nous, ça va être toutes les formes de contribution. Et c'est un signe plutôt d'engagement, en fait. Une forme de contribution, ça peut être j'ai posté un commentaire dans Figma, j'ai déclaré un issue dans notre GitLab, et là je commence en fait, j'utilise, mais je commence aussi à participer aussi au design system, et après il peut y avoir des contributions beaucoup plus poussées bien sûr. Et le dernier niveau, c'est la guilde. La guilde, c'est un programme qu'on a créé qui est formel, où nos guild members, ils ont 10% de leur temps pour contribuer au design system. Au-delà de la core team, on a toutes ces personnes qui travaillent à étendre le design system. Voilà, ça c'est un peu l'adaptation qu'on a fait, et je voulais rajouter, donc, sans documentation, pas de scale, mais alors si on n'a pas non plus des stratégies concrètes pour l'engagement, ça va être difficile de passer à l'échelle aussi et d'avoir vraiment une croissance décuplée. La documentation, ce qui est important de savoir, c'est que par rapport à ces niveaux d'adhérence, il va y avoir plutôt des documentations dites stratégiques. En tout cas, chez Thales, on a essayé d'identifier quels étaient nos leviers de documentation pour venir booster chaque niveau d'adhérence et justement atteindre le niveau ultime d'engagement qu'on peut attendre de notre population. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que quand on parle de documentation, on fait souvent référence à la documentation d'utilisation du design system, mais nous, on va considérer, en tout cas, on a essayé d'aller beaucoup plus loin que ça, d'aller sur des formes de documentation multiples et variées, et aussi avec des formats qui n'étaient pas forcément des choses de type lecture. Et c'est ça que je vais vous présenter par la suite, mais gardez en tête qu'il faudra aussi réfléchir comment ça se map sur vos contraintes et vos challenges. Donc là, vous avez un pseudo-journey dans le temps de notre design system, et vous avez aussi l'échelle d'adhérence sur le AAA et RRR. Et il faut savoir que quand on a commencé le design system, on a fait en 2020, mais c'est surtout en 2020 que les choses sont parties en prod. On a lancé une grande campagne de pilot project. Donc c'était des projets Thales qui étaient les tout premiers à utiliser le design system. On en avait 27. Il y avait des designers, des développeurs, des PM, des PO. Et on a essayé de comprendre comment ils utilisaient le design system et quels étaient les bénéfices attendus. Ou disons attendus et aussi concrètement mesurables sur ces projets-là. Donc on a fait un dossier qui était assez costaud avec tous les bénéfices et ROI pour faire un dossier d'impact. Pourquoi ce design system il avait de l'impact sur tous ces sujets-là, tous ces projets. Et ça, c'est intéressant parce que on avait ce pool de documentation qui était là, mais on ne l'avait pas tellement encore vraiment communiqué partout. Et à partir de 2022, quand on a voulu faire du growth hacking, on s'est dit, ok, il y a ce dossier-là qui existe, qu'on a vraiment, avec des case studies ultra complets, on va s'en servir comme gros push de propaganda. Et là, on s'est dit, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ce dossier, on va l'adapter un tout petit peu pour parler à deux audiences. Une audience qui était le middle management Thales, c'est un peu les personnes qui vont décider chez nous. Et si tu arrives à les convaincre à eux, tu vas potentiellement être en contact avec leurs équipes et ils vont s'intéresser au sujet. Et donc, ça peut avoir un effet de levier.
Le deuxième, c'était surtout sur les doueurs, donc les designers et les développeurs. Qu'est-ce que ça va apporter pour eux? Et donc on a fait un peu du top-down et du bottom-up. Pour les développeurs et designers, on a dans ce dossier récupéré tous les témoignages des pairs, designers, développeurs, qui expliquaient pourquoi ça avait eu de l'impact pour eux. Et pour le middle management, là on a mis à fond compétitivité, productivité, time to market. On ne va pas faire tous les bénéfices, mais voilà, on a parlé leur langage. Et on a fait le démarrage d'une campagne de propagande dans le temps. À partir de ça, on a multiplié les points de contact, on est allé sur scène, Thales, on fait beaucoup d'événements en interne, on a pitché, on a fait des articles internes qui ont été publiés sur l'intranet, on a essayé d'y aller de manière très, très costaud. Et en fait, c'est aussi comme ça qu'on permet de rendre son design system visible pour ensuite venir tenter de faire passer cette audience de passive à active. Et donc là, c'est plutôt le deuxième niveau qui va être autour de l'acquisition. Donc c'est super, tu vas avoir cette audience qui est au contact, tu leur as vendu du rêve, tu n'as pas intérêt à les décevoir. Donc l'onboarding, il faut qu'il soit vraiment pour les designers et développeurs au top du top. Et là, pour tout vous dire, nous ce qu'on avait fait au départ, c'est qu'on s'était beaucoup inspiré des design systems du marché sur l'onboarding. Et on avait fait un peu la considération de nos personas. Néanmoins, on s'est retrouvé avec un gros showstopper parce qu'en fait, on avait, et Catherine l'a très bien expliqué, c'est que nous, on avait d'un côté dans notre audience, et on l'a appris qu'après, en faisant de la recherche un peu plus poussée, qu'il y avait les newbies, mais en fait, c'est les newbies design system et c'est potentiellement des développeurs et designers qui ont quand même de la bouteille. Et on avait aussi potentiellement des personnes qui étaient avec des profils avancés, qui attendaient d'un design system un niveau de maturité nettement meilleur. Les newbies étaient paralysés devant ce design system, ils ne savaient pas quoi en faire, et très honnêtement, c'était assez violent pour nous. Et de l'autre côté, on avait ces profils avancés qui disaient mais moi ton truc j'en veux pas, c'est mieux, je vais utiliser autre chose parce que vous n'avez pas le niveau. Et donc là on s'est dit ok, il va falloir refaire l'onboarding et le travailler, et en fait aujourd'hui on le travaille tout le temps. Et la user research, c'est ce qui nous permet justement de rester bien raccord avec l'audience. Et donc on le travaille et aujourd'hui on continue. Hein. C'est pas un travail qui est terminé, ça doit évoluer. Alors une fois que tu as passé le getting started et que tu n'as pas déçu ton audience, eh bien le prochain objectif, vous en doutez, ça va être d'espérer avoir un design system qui va permettre de les ancrer dans un usage dans le temps. Donc ça veut dire continuer à utiliser sur des vrais produits, pas juste le getting started, d'aller vraiment porter de la valeur produit. Et puis il faut que la rétention se fasse, donc ça veut dire qu'il faut de la satisfaction. Nous on mesure la satisfaction avec le NPS, on fait aussi du system usability scale pour l'utilisabilité, ça c'est plutôt autour du quanti, mais après vraiment c'est aussi du quali, et c'est d'aller comprendre comment on peut améliorer les choses. Et il faut clairement donner la parole à son audience, et il faut faire du continuous improvement absolument tout le temps, c'est le nerf de la guerre. Et il faut mettre en place aussi le fameux programme de pédagogique pour permettre aux newbies qui progressent, et un newbie qui était peut-être dans cet état il y a 2 ans, peut-être aujourd'hui il est même peut-être plus avancé que certains advanced profils du départ. Donc il faut arriver à donner les bons leviers pour la progression. Typiquement nous en ce moment on a mis un gros levier sur comment je fais du responsive design ultra clean sur des produits, comment je fais du design to dev vraiment nickel, comment je passe la frayeur et la paralysie devant la composition libre, parce que nous on a des personnes qui doivent faire des composants en plus des composants génériques pour aller adresser le métier. Et donc voilà, c'est comment tu arrives pièce par pièce à faire en sorte que tout le monde puisse se saisir du design system. Et là on arrive sur le niveau justement qui est referral, où les personnes vont contribuer, petite ou grande contribution, peu importe, il faut qu'elles soient totalement engagées. Et après nous on a effectivement notre programme de guilde qui là c'est dédié du temps pour être sûr qu'on puisse étendre le design system et adresser tout le périmètre Thales qui est colossal. La core team ne peut pas gérer ça elle toute seule. Et donc juste je voulais vous partager quelque chose qui est super essentiel, c'est au niveau des chiffres. En 2023, on a été des grands malades de la propagande. Et en fait, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a eu un boom exponentiel sur l'adoption du design system. Si vous voulez, on en parlera un peu plus tard sur vraiment toutes les actions de push qu'on a fait. Et l'autre point, c'est la contribution. On s'est cherché pendant presque 3 ans pour savoir comment aider avec la documentation qui était au bon niveau pour donner vraiment le floor à toutes ces personnes qui voulaient être engagées et contribuer très clairement au design system. Et aujourd'hui, on commence à sentir comment il faut prendre la chose réellement
par le bon bout. Et l'histoire continue, mais voilà, ça parle aussi, on voit que la contribution, elle a pris un petit peu au fil des ans, et là, on est vraiment dans un mode build communities à fond, et on compte vraiment sur toutes ces personnes pour nous aider à construire le bon design system pour Thales et cette complexité croissante. En résumé, moi, je vous conseille de faire 3 choses. La propaganda, l'onboarding, surtout ratez pas l'onboarding, je pense que vous avez déjà vécu ça avec un produit qui vous vend du rêve, mais une fois que vous le testez, c'est le drame. Et l'engagement, c'est toute petite contribution ou grande, il faut le valoriser, il faut vraiment le mettre en valeur et il faut que ces gens-là ils soient reconnus. C'est ce qui vous permettra d'avoir un design system qui va fonctionner dans le temps. En fait, il faut que ça vous échappe un petit peu aussi, que tout le monde puisse être partie prenante de ce design system. Voilà, merci. Merci beaucoup Estelle, donc hyper intéressant et on voit bien le cheminement, les progressivités que l'on a. Et une fois qu'on a réussi à engager ces utilisateurs, en fait, on va passer sur aussi de la mesure. Et Alexia, tu voulais nous parler de ces aspects-là. Très très rapidement, parce que je pense que Hugo aussi aura des trucs très intéressants peut-être à dire dessus. Ce que je voulais, pour rebondir sur ce que disait Estelle, là on est en train, enfin, peut-être que ça vous paraît très avancé. Effectivement, Thales, je pense, est déjà allé très loin sur la partie design system. Ce qui est chouette, c'est qu'on voit de plus en plus de gens en fait, commencent à prendre ce mindset très marketing, on va dire, qui n'est pas forcément ultra intuitif. Quand on est des designers, quand on est des développeurs, on n'a pas forcément envie de commencer à se dire notre job maintenant c'est un job de communicant, il faut qu'on réfléchisse métriques, il faut qu'on réfléchisse conversion, funnel, tout ça. C'est pas ultra sexy, je pense que pour beaucoup d'entre nous. Mais on voit de plus en plus d'équipes, notamment en France, commencer vraiment à comprendre la dimension marketing des design systems et commencer à, voilà, exactement avec la méthode, je vais pas reprononcer le nom, à reprendre des méthodologies qui existent dans d'autres disciplines et à les appliquer à ce qu'on fait. On a travaillé beaucoup avec, je vais les name dropper parce qu'on a fait un live stream qui est exactement dans cette direction-là récemment avec Engie, qui a exactement eu la même approche. Et effectivement, on voit que la partie communauté Kali est ultra importante. Jamais rien remplacera la partie recherche Kali et avoir des conversations et engager les gens en face à face autour des design systems. Après, il y a peut-être des chiffres aussi à aller chercher. On en parlera peut-être mieux de pourquoi c'est important d'avoir des chiffres. Mais là où Figma, qu'est-ce que Figma fait aujourd'hui pour ça? J'ai dit, on ne va pas remplacer la partie Kali, les conversations à avoir, ça reste ultra important, mais c'est pas notre place de les remplacer. Par contre, sur la partie metrics, suivi et tracking, il y a des trucs à aller chercher. Et donc, aujourd'hui, d'ores et déjà, il y en a peut-être sans doute ici qui travaillent sur des systèmes qui connaissent déjà ça, mais il y a possibilité de traquer les metrics d'adoption des designs, enfin des librairies en tout cas, directement dans Figma. On a rajouté il y a 3 semaines, 4 semaines, la possibilité de traquer les variables et les styles, ce qui n'était pas encore le cas, donc on est très content de les avoir. Et à côté de ça, on a aussi on met à disposition une API, et c'est là où ça devient un peu intéressant quand on commence à passer au level up du scale, parce qu'on met à disposition une API avec plein de touchpoints, que ce soit les composants, à nouveau les variables, les styles, tout ça. Et il y a aussi techniquement une API pour l'activity log des membres des équipes. Et alors je ne sais pas s'il y a des trucs à aller chercher à nous avec ça, mais ce qu'on voit des équipes faire, et je vous encourage à aller voir sur notre chaîne YouTube le live stream avec Engie, qu'on a fait très récemment en français parce qu'ils montrent qu'ils font carrément un screen share de leur dashboard. Mais les API, en gros, vous pouvez les pomper et vous pouvez les feed dans n'importe quel outil de dashboarding que vous avez et faire vos calculs derrière, créer vos métriques à vous. Et avec du coup les chiffres que Figma vous donne d'activité en live, faire vos propres dashboards custom et faire votre tracking. Voilà. Donc pour la partie adoption, quand même assez sympa. Hugo, je te laisse la parole. Merci beaucoup Alexia. Et du coup, on va passer à Hugo qui va aussi nous parler de transformation. Parce qu'en fait, l'affinité de tout ça, c'est aussi transformer nos entreprises à travers le design. Hugo, à toi. Merci beaucoup. Donc ouais, en effet, la façon dont on doit traiter la documentation, il y a différentes étapes, il y a différents process. Donc je pense que Catherine et Estelle sont rentrées vachement dans le détail un petit peu de tout ce qu'ils ont fait, mais il y a aussi un peu une vision très stratégique en fait de la documentation. Alors je sais que pas toutes les organisations ont eu la chance de structurer comme on a eu la chance de structurer la nôtre chez Michelin, et donc de partir d'une organisation design, et on construit directement une équipe de designers autour des produits qu'on doit développer, donc dans une digital factory. Alors, si je peux passer sur la suite, en fait, au niveau du design system chez Michelin,
En fait, de base, l'histoire, c'est qu'il y a eu 2 initiatives en parallèle qui ont été lancées en 2019. Une pour adresser en fait une expérience B2E, donc sur tous nos outils internes, etc. Et avec des centaines et des centaines d'applications qui avaient ni queue ni tête et qui n'avaient aucune règle d'ergonomie et autres. Et donc c'était un début de transformation. Et de l'autre côté, il y a des Digital Factory qui sont nés. Et au travers de ça, on a commencé à travailler sur la partie consumer experience. Et donc du coup, comment on adresse notre approche de marque pour tout ça. Donc, en fait, derrière tout ça, en fait, les design systems chez Michelin, qui sont réunis dans un qui s'appelle Motion, en fait, ils adressent des dizaines et des dizaines de typologies de produits partout dans le monde, avec des équipes cœur qui sont côté IT et digital principalement. Et on a aussi en fait une sorte d'hybride un petit peu entre des équipes qui peuvent être un peu autonomes à consommer des parties du design system et des équipes cœur design en fait qui sont là pour donner les lignes guides et qui portent toutes les règles d'expérience au travers finalement d'un produit ou d'un processus pour adresser la conception. Si vous passez sur la suivante. En fait, pour redonner un tout petit peu de contexte, et après on rentrera un peu plus dans le détail de la documentation, en fait on a 4 layers importants en termes de support. En fait, moi j'appelle ça une expérience de marque, parce qu'en fait derrière les design systems, et Estelle, tu le mentionnais aussi tout à l'heure, on peut très bien faire des expériences très corporate, mais il faut aussi qu'on arrive à répondre à des besoins métiers. Et des besoins métiers, c'est le groupe qui évolue et qui va toucher autre chose que du pneumatique, c'est nos stratégies marketing pour adresser d'autres projets, d'autres typologies de personas et s'étendre. Et en fait, le design system, il ne peut pas rester figé, et ça vous le savez, dans le temps. Et donc nous, on a donc une base de layers de fondamentaux. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que je pense que pour les personnes qui manipulent ça toute la journée, vous savez ce que c'est. Et donc on a une partie de fondamentaux, on a une partie liée à la brand, au brand, parce que Michelin, c'est un paquet de marques en fait derrière ça. Ensuite, on adresse une couche au niveau des plateformes, et donc on doit donner des règles à ce niveau-là. Et la couche d'après, c'est comment on adresse ça d'un point de vue delivery au global de l'expérience pour le groupe. Et en fait, plus on monte dans les couches, plus on va travailler avec des multitudes d'équipes, plus on va siloter l'expérience, et plus en fait les fondamentaux de base qu'on a imaginés avec les règles qu'on a imaginées, eh ben, ils se perdent. Et il y a différentes manières d'aborder les choses. Moi, un de mes principes, c'est de dire le designer, il est clé dans tout le processus en fait, de construction de son expérience. Et en fait, c'est pas un designer, c'est un ensemble de designers, c'est une organisation design. Et en fait, quand on a commencé à construire l'équipe design pour la Digital Factory qui est à Lyon, ça a été pensé comme ça, comme une équipe qui était capable de travailler ensemble, de communiquer, de documenter dans une certaine mesure, c'était les premières documentations, et d'adresser ça de plus en plus haut et d'arriver à tenir ça. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 90 designers dans le groupe, et on essaye de faire des ponts, des leviers, de faire en sorte que les équipes continuent à avancer. Donc, pour la partie d'après. En fait, la question moi, que je me suis posée il y a quelques temps, et c'était donc, comment on définit une human experience qui peut être au cœur des processus de documentation. J'ai cherché plein de mèmes, mais en fait j'avais celui-là qui traînait depuis 2022 sur mon téléphone. Donc j'ai mis, en fait, tous les designers ont une partie de la documentation. Les équipes de développement qui travaillent avec les équipes de designers dans les équipes design system ont une partie de la documentation. Les PO ont une partie de la documentation, les business ont une partie de la documentation, tout le monde a une partie de la documentation. Une des problématiques qu'on a chez Michelin, et j'imagine que c'est dans plein de boîtes pareil, c'est que les gens ils évoluent aussi dans leur travail. Donc moi en fait depuis que je suis arrivé chez Michelin il y a 8 ans, j'ai changé 10 fois de commanditaire. Et en fait chaque commanditaire qui revient, il va rechallenger un petit peu tout ce qui a été mis en place, il va rechallenger l'expérience qu'on a pensée, et on va se retrouver à avoir des boucles et des boucles et des boucles et des boucles. Et donc pour les personnes de mon équipe qui sont aujourd'hui là, je pense que ça fait beaucoup résonance à ce qui s'est passé les dernières années. Et donc, sur la suivante. En fait, on a essayé donc on essaye de réunir dans des quelques sources de vérité. Donc on a un site web, le site web du design system. On a Figma, qui est un outil qui est devenu une source de vérité il y a 2 ans, où on s'est mis d'accord avec l'Elite Tech en disant en fait tout ce qui est produit dans Figma peut être développé. S'il y a quelque chose qui n'existe pas dans Figma et qui est développé, c'est pas bon, donc ils le feront pas.
Donc c'est la tâche du designer de bien développer, de bien sourcer, de bien documenter, de bien préparer ses composants et de bien faire les choses. On travaille avec Zeppelin sur la partie end-of pour une partie des équipes et le reste consomme Figma. Et après on travaille aussi sur Confluence, mais qu'importe l'outil, mais c'est juste pour vous dire que ça ne tient pas non plus en 10 000 outils et 10 000 endroits. Je sais pas si on va partir là. En fait, aujourd'hui, si on essaye de redécouper un peu la chose, en fait, on a, donc le site du Motion Design System, c'est une grosse partie de la documentation. C'est un peu l'onboarding, en fait, c'est un peu les grandes bases, c'est un petit peu sur ça qu'on essaye de pousser, et on va adresser du coup un maximum de messages pour un maximum de personnes, donc je vais pas revenir sur les différents personnages que vous avez partagés, mais c'est dans la même idée. Si tu veux passer d'après. Et ensuite, quand on commence à rentrer un peu plus dans le cœur du sujet, c'est qu'est-ce que les designers ont à faire. En fait, quand un designer doit travailler sur une human experience, et ça c'est quelque chose que j'avais partagé aux équipes il y a quelques années, je leur dis, en fait, faire un design, je pense que vous êtes les meilleurs designers avec qui je peux travailler. Enfin, j'ai pas de problème avec le fait de sortir un composant, il est propre, il est nickel. En fait, s'il n'y a personne qui sait l'utiliser, ça va être un petit peu compliqué. Et en fait, on doit adresser, au-delà des personas, quand même des métiers derrière. Donc, en fait, mon composant, il a du contenu. Mon composant, il doit vivre sur différentes plateformes. Mon composant, il doit être développé. Mon composant, il doit être vendu quand même à des gens avec qui on n'est pas des fois directement en lien. Parce qu'en fait, quand on présente un design, alors je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais en fait, vos designs, c'est pas parce que vous les présentez une fois à une audience que le design, il ne va pas partir dans des réunions à droite à gauche et discuter avec du C-level. Et il y a les gens, ils vont se poser des questions sur « ouais, mais attendez, pourquoi il a fait ça, etc. » Et plus les gens, ils se posent des questions, plus ça désengage en fait sur ce que vous avez mis en place au niveau de votre expérience, et plus c'est rechallengé, plus ça redescend, et moins c'est maintenu. Et en fait, le design en tant que design, c'est pas vraiment le fond du sujet. Enfin, je veux dire, quand on travaille avec des design systems, quand on a un niveau de maturité comme on peut avoir au niveau des équipes chez Michelin, en fait, ils produisent pour répondre à une problématique, mais en fait, le cœur du sujet, c'est comment en fait, je vais le vendre et je vais l'expliquer un petit peu à tout le monde. Donc en fait, sur l'exemple qu'il y a là, c'est une documentation, c'est une spec dans Figma d'une carte produit. Pour l'exemple, j'ai pris celle qui était la plus fournie en termes de sous-éléments à l'intérieur, et tout est documenté sur les usages, sur le responsive, sur tout ça. En fait, à la base, moi je voulais qu'on ait ça pour pouvoir le partager avec une autre partie des équipes qui ne sont pas en France, mais moi qui sont en Inde, et pour m'assurer qu'ils arrivent à adopter et à comprendre correctement ce qu'on avait fait. Parce que si on n'arrive déjà pas à le vendre en interne, dans nos équipes, c'est un petit peu plus compliqué. En fait, aujourd'hui, on a énormément de documentation qui sont au sein en fait, de Figma, au sein de nos component kits, qui sont donc une part du design system et qui ne sont pas le cœur du design system non plus. Donc on essaye de garder un petit peu de flexibilité. Et ce qui est important de garder en tête, c'est que cette partie-là, en fait, elle n'est pas faite par le design system, elle est faite par les équipes produits. Les équipes produits design. Et ils travaillent avec les mêmes règles de spécification qui sont partagées par les équipes design system. Et on essaye d'homogénéiser ça à ce niveau-là. Je suis pas sur la slide d'après. Et en fait, donc, sur Confluence, pardon. Non, en fait, dès qu'on a poussé notre composant, en fait, il y a la question de comment il va être manipulé, comment il va être utilisé. En fait, la partie contenu, nous, c'est quelque chose quand même d'assez important et d'assez impactant, parce que en fait, derrière l'UI et la qualité des interfaces, si on n'a pas un contenu qui est un minimum premium, en fait, on ne va pas réussir à pousser notre marque. Et on en parlait rapidement avec Estelle hier sur le côté premium. Derrière ça, Michelin c'est une marque premium, après bon, ça reste du pneu, en tant que tel, les gens, quand on discute nous avec nos équipes marketing, les benchmarks, c'est pas des industriels, ils vont nous dire oui mais on veut du Chanel, oui mais en fait on veut du Bose, oui mais en fait... Donc le contenu, c'est un élément qui est clé, et en fait quand on produit du coup du design, on doit prendre en compte cette dimension-là. Et en fait, cette dimension-là, pour la prendre en compte, c'est pas tant le designer qui doit réfléchir à tout ça, mais c'est aussi de se dire en fait, c'est quoi les règles et les guidelines d'autoring qu'on doit mettre à l'intérieur, qu'importe la plateforme, et de se donner un petit peu des règles, de se donner un petit peu des grands principes. En fait, ça permet, nous, de maintenir une expérience de marque à l'échelle, et c'est quelque chose, pour le coup, qu'on stocke, et donc c'est une autre partie de la documentation pour des gens qui vont autorer nos sites web, dans cet exemple-là, et qui sont partout dans le monde. Et ça, c'est pareil. Il faut qu'ils arrivent à apprendre, à comprendre, et que ça soit mécaniquement utilisable. Et donc on revient sur la qualité de l'expérience
pour nos autres personnes. Et sur le dernier volet, merci Sébastien. Et en fait, sur le dernier volet, il y a la créativité. En fait, la documentation, elle nous permet donc de donner en fait des lignes guides très précis et de cadrer à un instant T ce qu'on veut faire. En fait, la documentation en tant que telle, sur des composants qu'on fait, c'est pas qu'une réalité de delivery et de prod en fait, c'est aussi une réalité de, en fait, les équipes font énormément d'exploration. Enfin, je veux dire, quand on est une marque comme Michelin, on nous demande de toujours pousser les choses de plus en plus loin. Donc, il y a des streams dédiés d'exploration, il y a un Creative Studio qui est là aussi pour aider, pour accompagner. Et en fait, ces explorations, on ne peut pas juste les faire, pas les documenter, les laisser de côté et puis se dire bon c'est du temps qu'on a passé, ça n'a pas marché. Parce qu'en fait, ce qui est important avec l'exploration, c'est que ce qu'on en tire, ce qu'on en tire comme information, comme ligne guide, etc., c'est des choses qu'on aura aussi vendues à nos commanditaires. Et nos commanditaires vont nous faire un retour sur ça, en disant c'est pas possible, ça fonctionne pas, ou alors ça va demander trop d'efforts, etc. Mais ça veut pas dire que ça marche pas en 2024, mais que ça marchera peut-être pas en 2027. Et ça, faut qu'on le garde, parce qu'en fait, c'est aussi une partie de l'expérience qu'on a imaginée. Et en fait, c'est ce qui nous permet de toujours pousser les choses plus loin. Et donc, en fait, la documentation en tant que telle, ce qui est important, c'est de se dire, premièrement, qu'elle n'est pas réservée que sur des choses de productivité et que sur tout de suite le petit cercle de personnes avec qui on travaille, donc les designers et les développeurs. Elle va beaucoup plus loin, en fait, au niveau de l'entreprise. Que cette documentation-là, de mon expérience chez Michelin, il n'y a pas d'autres équipes que les équipes design qui vont aussi loin dans la réflexion, et ils portent en réalité beaucoup de choses au niveau de l'expérience. Alors ça ne veut pas dire que les autres équipes n'en font pas, mais ça veut dire que porter à l'échelle et maintenu, etc., donc ça demande du monde, mais c'est quelque chose qui est ancré dans les processus de travail. Et le point, moi, qui est vraiment, vraiment important, c'est en fait en tant que designer. Alors je sais que vous avez passé peut-être les 5 dernières années à produire des composants, à essayer de comprendre comment les choses fonctionnaient. En fait, votre métier, il va être amené à se transformer. Et en fait, votre métier, c'est pas juste de la conception. Enfin, on va arriver à vraiment automatiser de la conception via de l'IA, en fait, à peut-être plus pousser la créativité, peut-être plus pousser l'exploration. Mais en fait, derrière ça, c'est de se dire, comment je peux utiliser mon temps finalement au lieu de designer quelque chose, mais plutôt de le vendre et de l'expliquer. Et ça, c'est un point qui avait été aussi soulevé. En fait, on ne fait pas de propagande en tant que telle, nous de notre côté chez Michelin, même s'il y a une partie des équipes qui font un gros boulot aussi là-dessus pour aller un peu plus loin dans des équipes un peu moins connectées avec nous. Mais c'est surtout le rôle du designer dans le sujet de la documentation, mais c'est pas que ça, qui lui va être amené à changer dans le futur. Et pour moi, il n'y a que vous, designers, en fait, qui pouvez être capable de porter la chose dans des organisations qui peuvent être plus ou moins grandes, et il faut que vous ayez ça en tête. Voilà pour moi. Merci beaucoup Hugo, hyper inspirant. Et donc Marie, tu voulais aussi nous dire un mot. Merci beaucoup Hugo. Un des mots de la fin te concernant, c'était comment accompagner les designers pour leur permettre de comprendre leur rôle quand on parle de documentation, leur rôle quand on parle de conception de design system et de l'évangélisation autour de cela. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, même au-delà de ça, le rôle du designer dans l'impact, certes, de la documentation du design system, mais le rôle du designer dans l'impact business de ce qu'ils conçoivent. La conception, donc, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question au-delà des différentes équipes autour desquelles vous avez travaillé. Donc là, tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, c'est comment réfléchir à construire la meilleure documentation pour faire en sorte que le design system soit mieux adopté. Comment réfléchir pour faire en sorte qu'il soit derrière utilisé à scale, etc. Mais je pense que le pas d'après, et ce que l'on constate chez nombreux de nos clients, c'est que le pas d'après, c'est de se dire, ok, scaler le design system, c'est intéressant parce que ça nous permet d'avoir des gains de productivité et de réutiliser et d'utiliser à l'échelle ce qui est construit par la core team, plutôt qu'avoir des équipes qui réinventent à chaque fois dans les différentes équipes auxquelles elles appartiennent, et plutôt que de casser la consistance sur laquelle on travaille, nous, au niveau de la core team. Mais le deuxième élément, c'était de se dire, ok, une fois qu'on fait ça, comment on sert l'entreprise, comment on sert le business de l'entreprise, et comment
si on travaille sur ces éléments de scalabilité, à quel point on commence à être un vecteur et un support également d'accélération du business. Donc c'est des questions qui sont posées au niveau de plusieurs entreprises. Et donc nous, l'exemple que j'ai envie de citer aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont eux-mêmes partagé cet exemple-là et qu'ils sont venus nous partager dans un coffee break à Paris. Et c'est des choses dont ils parlent de plus en plus. C'est Orange et la manière dont Orange, donc le patron du design d'Orange, lorsqu'il a été partagé, évangélisé le sujet du design system, il l'a fait non pas seulement avec les équipes design et pour les équipes design, mais il a réussi à monter ce sujet dans des strates qui sont supérieures et au-delà du design, dans des strates un petit peu business, en expliquant le lien entre la vision stratégique du groupe Orange, où est-ce qu'ils veulent arriver, quels sont les nouveaux marchés qu'ils veulent gagner, etc. Et à quel point, si on remet de la user centricity, si on s'assure que ce que l'on construit est scalé au niveau de l'organisation, le fait d'avoir un design system qui est partagé par tous, le fait d'avoir de la productivité qui est accélérée, à quel point tous ces éléments-là sont des éléments qui sont complètement alignés et corrélés avec ce que le groupe Orange veut faire as a business. Donc là, on avait un slide qui résumait un petit peu les objectifs business d'Orange, que ce soit se développer en Afrique, développer certaines applications, etc. Et comment, en structurant, en scalant le design system, on est effectivement au support de cela. Et ce dont on parlait hier avec Alexa, c'est que non seulement d'avoir ces conversations, donc ce qui était intéressant avec ce que nous expliquait Orange, c'est que souvent les équipes de design restent sur des éléments de adoption de tels composants, combien de fois ce tel composant a été utilisé, etc., etc. Donc restent dans des vocabulaires design, plutôt que de lier à un vocabulaire business, ce qui permet de faire monter le sujet dans les organisations, derrière de pérenniser le sujet du design system, le sujet du design. Donc dans ce que tu disais, Hugo, on ne parle pas seulement de people, on parle de toute la fondation, toute la structure, et ça fonctionne encore mieux quand en plus on rejoint et on relie ça à des enjeux business. Donc ça, c'est des conversations qu'on a eues assez longues, donc là je vous la fais vraiment en 2 minutes, mais assez longues avec le groupe Orange qui l'année dernière, grâce à cela, a été en capacité de monter pour la première fois le sujet du design et du design system au board d'Orange et qui a été présenté même à la CEO d'Orange. Et ça, des éléments qui sont un peu des exploits parce qu'on est dans un sujet qui sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de discuter à ces niveaux-là, à niveau de ces sphères-là. C'est également des éléments sur lesquels je sais que toi, Estelle, Didier, a été très très fort pour marketer le sujet du design et pour montrer et faire le lien entre le design et l'impact business que ça peut avoir. Donc tous les sujets qu'on a là, de scaler le design system, d'avoir la bonne nomenclature de documentation pour faire en sorte que ça prenne au niveau de l'organisation, oui, mais à quelle fin? Qu'est-ce qu'on sert in fine? On sert le fait que ça permet à l'entreprise d'atteindre les objectifs qui sont que l'entreprise s'est destinée. Merci beaucoup Marie. Eh bien, nous touchons à la fin de notre talk. Juste avant de passer aux questions-réponses, on voulait juste se rappeler quelques éléments qui nous paraissaient importants pour passer un design system à l'échelle. On a quelques éléments clés. Le premier, vous l'avez compris, c'est comprendre les besoins de vos utilisateurs. On est designer, on travaille pour nos utilisateurs. C'est extrêmement important de penser à rendre la doc utile. L'utilité, c'est un des socles de base de la user experience. Et agréable à consommer, c'est extrêmement important aussi. On passe du temps dessus. De bien penser à passer à l'échelle rapidement pour gagner, pour engager vos utilisateurs. C'est-à-dire que le passage à l'échelle, il ne se réfléchit pas après, il se réfléchit dès le lancement de la documentation. Et c'est comme ça que vous allez réussir à engager vos utilisateurs. Et le passage à l'échelle, on ne travaille pas tous dans des entreprises aussi grandes que Thales, donc c'est aussi le passage à l'échelle dans son contexte. La documentation, c'est un produit à part entière. Donc c'est vraiment, on design notre documentation talent produit et les designers doivent la concevoir de la manière dont on conçoit nos produits. En fait, on fait la même chose, on fait de la user experience sur notre documentation. Et le dernier point, parce que tout ça n'est faisable qu'à une seule et unique condition, c'est d'avoir des super managers comme il y a autour de cette table
Ça, c'est une des conditions nécessaires, mais c'est de penser l'organisation de votre équipe. C'est d'avoir du temps dédié pour intégrer la documentation dans les process et la charge de travail. C'est pas un side project. Ça fait partie du travail du designer. Et aujourd'hui, pourquoi les documentations, pourquoi les design systems aussi, c'est compliqué parfois dans certaines entreprises, c'est parce que c'est encore vu comme un side project. C'est pas encore vu comme un outil stratégique, un élément fondamental. Donc là, je m'adresse aux managers présents, mais aussi aux designers. Il faut donner du temps, il faut que vous réclamiez le temps pour le faire. Il faut le faire valoir et c'est le job des managers d'aller chercher les crédits, d'aller chercher tout ça pour le faire parce que sans ça, vous n'y arriverez pas et c'est pas votre faute. Il faut les pousser et je sais qu'il y a des super managers dans la salle qui poussent les murs. On a une pionnière du design system en France qui est là et voilà, c'est des choses qui évoluent et c'est incroyable. Merci beaucoup. Je voulais remercier Hachette de nous avoir accueillis dans ce super bel espace. Merci beaucoup à toutes les équipes Figma pour la co-organisation au top, comme d'hab, la com, tout trop bien. Et je voulais un immense merci à Catherine, Estelle et Hugo pour leur engagement, leur générosité. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois même que l'on en parle. On s'écrit beaucoup sur WhatsApp, ils ont été très disponibles, très impliqués. C'est la deuxième fois que je fais un événement avec eux, j'ai jamais vu des speakers s'engager autant. Et donc voilà, je voulais vous les remercier vraiment chaleureusement. Et puis on vous donne rendez-vous dans une prochaine ville. Dans combien de temps, on ne sait pas. Et voilà, c'était un plaisir d'être avec vous. Et je vous propose qu'on continue les échanges autour de la viennoiserie, café, jus d'orange, au soleil ou à l'intérieur. Merci beaucoup.